Mon mari a laissé sa famille me détruire, mais il est resté figé lorsqu'il a vu notre fils des années plus tard. J'étais enceinte. Cela aurait dû être le plus beau moment de ma vie. Après presque 2 ans de lutte entre espoir, larmes et rendez-vous médicaux interminables, ces 2 lignes roses étaient enfin apparues sur le test. Je me souviens que je tremblais si fort que j'ai dû m'agripper au bord du lavabo et m'asseoir sur le sol de la salle de bain. En silence, j'ai juste pleuré, non pas de peur, mais d'une joie immense. J'ai pensé, peut-être que cette fois, tout sera différent. Thomas et moi étions mariés depuis 3 ans. Nous étions tous les deux au début de la trentaine, vivant dans une banlieue tranquille du Wisconsin. Thomas était calme, réservé, un peu distant, mais j'ai toujours cru qu'il m'aimait à sa manière. Je pensais autrefois qu'avoir un enfant l'adoucirait, qu'il deviendrait le mari, le père que j'avais toujours espéré. J'avais prévu de préparer des pâtes au poulet au four, son plat préféré, et de placer le test de grossesse à côté de sa serviette avec un mot manuscrit, « Nous allons avoir besoin d'une chaise de plus à table ». Mais je n'ai jamais eu l'occasion de faire quoi que ce soit de tout cela, parce que lorsque je suis entré dans ma propre maison cet après-midi-là, je n'ai pas seulement perdu l'homme que j'aimais, je me suis perdu moi-même. La maison était d'un calme sinistre jusqu'à ce que j'entre dans le salon, et alors je les ai vus, toute sa famille, assise là comme un jury attendant de rendre un verdict. Thomas se tenait au milieu, le visage rigide, tenant une feuille de papier. Je n'avais même pas encore compris ce qui se passait quand Nancy, ma belle-mère, a dit froidement, « Eh bien, regardez qui est enfin rentré à la maison, notre petite princesse parfaite. » Je me suis figé. Puis Thomas a jeté le papier sur la table. J'ai aperçu l'en-tête, résultat du test ADN. « As-tu quelque chose à dire ?» demanda Thomas, sa voix dénuée d'émotion. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutiai-je. Je n'avais jamais fait aucun test ADN. « Arrête de faire semblant, Olivia. Ce bébé que tu portes est celui d'Ethan, » dit le frère cadet de Thomas, affalé sur le canapé, une jambe croisée, son sourire narquois plein de cruauté satisfaite. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. « Es-tu fou ?» Je fixai Ethan, les yeux écarquillés d'incrédulité. Je n'avais jamais. Je ne ferai jamais ça. Je me tournai vers Thomas, espérant un seul regard de confiance, juste une lueur, mais non. Il me regardait comme si j'étais une étrangère. Et puis c'est arrivé. Thomas, l'homme qui avait autrefois promis de me protéger, qui m'avait tenu la main lors des rendez-vous pour l'infertilité, s'est penché en avant et a fait l'impensable, le crachat chaud et éclaboussant sur ma joue. Le feu de la trahison. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. « Tu es dégoûtante, » dit-il, chaque mot me transperçant. Je suis resté figé, toute la pièce tournait. Puis vint la gifle, un claquement sec sur ma joue de la part de Nancy. J'ai chancelé. Audrey et Sophia se sont jetées sur moi, m'agrippant les cheveux comme des fantômes sortant d'un cauchemar. « Nous allons faire en sorte que tout le monde voie qui tu es vraiment, » hurla Audrey en me traînant vers la porte d'entrée. Je me débattais, criant le nom de Thomas. Il ne bougeait pas, ne parlait pas. Des voisins jetaient un coup d'œil, quelques-uns brandissaient leur téléphone. Je n'entendais rien d'autre que le sang qui battait dans mes oreilles. En quelques minutes à peine, je suis passé de future maman à femme condamnée et déshonorée par toute une famille. Je n'ai plus résisté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je me souviens seulement m'être éloigné, les chaussures encore boueuses des marches de l'entrée, l'estomac se nouant comme un avertissement. J'ai disparu, parti sans un mot, ne laissant à personne la chance de me retrouver. Et à ce moment-là, je ne me suis pas seulement éloigné de cette maison, je me suis éloigné de la femme que j'étais autrefois. Nous nous sommes mariés quand j'avais 31 ans et Thomas 35. La cérémonie était simple, célébrée dans une petite église de Milwaukee où j'avais grandi. Peu de membres de ma famille étaient présents. Mes parents étaient morts dans un accident de voiture durant ma dernière année d'université, et le reste de mes proches étaient dispersés à travers le pays, se contentant pour la plupart d'échanger des cartes de vœux une fois par an. En revanche, la famille de Thomas était venue au complet, bruyante, traditionnelle et étrangement inséparable. Je pensais autrefois que cette proximité était belle. J'avais tort. Dès le début, Nancy m'a regardé avec scepticisme. Elle était le genre de femme qui croyait que personne ne serait jamais assez bien pour son fils. Chaque compliment qu'elle me faisait portait une pique cachée, « Ta cuisine n'est pas mauvaise, Olivia, bien que Thomas préfère toujours mes lasagnes. Cette robe est intéressante. » Quand j'avais ton âge, je m'habillais un peu plus modestement. J'ai essayé d'être patiente.
Je pensais que le temps l'adoucirait, mais le temps n'a fait qu'aiguiser ses angles. Les sœurs de Thomas, Audrey et Sophia, n'ont jamais même fait semblant de m'apprécier. Elles étaient le genre de femmes qui n'avaient pas besoin de parler clairement pour vous faire sentir que vous n'étiez pas la bienvenue, un seul regard, un sourire en coin, suffisait. Chaque réunion de famille ressemblait à une épreuve d'endurance. Et puis il y avait Ethan. Ethan, le frère cadet, 27 ans, sans emploi, ayant abandonné l'université en prétendant qu'il cherchait sa voie. Sa voie, apparemment, c'était les jeux vidéo, dormir et vivre au crochet de leurs parents. La première fois que j'ai rencontré Ethan, c'était à notre fête de fiançailles. Il m'a serré la main, m'a regardé trop longtemps et a dit « Mon frère a vraiment eu de la chance ». J'ai souri poliment, mais le frisson dans ma colonne vertébrale n'a jamais disparu. Ethan avait une façon de me regarder qui n'était jamais appropriée, trop longuement, de trop près. Chaque fois que Thomas ne regardait pas, je sentais le regard d'Ethan, comme s'il essayait de me clouer au mur non pas comme une personne, mais comme quelque chose qu'il voulait posséder. Une fois, je lavais des verres dans la cuisine de ma belle-mère après le dîner de Thanksgiving quand Ethan est entré et a fermé la porte derrière lui. Nous n'étions que tous les deux. « L'éclairage ici te fait paraître différente, » dit-il, appuyé contre le comptoir, les mains dans les poches, les yeux fixés sur mon épaule nue. Un frisson me parcourut l'échine. J'ai lâché sèchement, « Sors. »« Tu as peur de moi » lança-t-il d'une voix traînante. J'ai posé le verre et dit calmement, « Je n'ai pas peur. Je suis mal à l'aise. » Il a haussé les épaules et est sorti, mais pas avant de dire, « Je plaisante, mais tout le monde dans cette famille ne pense pas que tu mérites mon frère. » J'en ai parlé à Thomas. Il est resté silencieux, puis a dit, Ethan plaisantait juste. Il est un peu inapproprié, mais il ne le pense pas méchamment. Je l'ai regardé, stupéfaite et déçue. Alors, si je dis que je me sens menacé, tu penses que j'imagine des choses? Thomas soupira et passa son bras autour de mes épaules. C'est juste, ils sont ma famille, Olivia. Personne n'est parfait, mais c'est mon sang. Cette réponse fut le début de tout ce qui suivit. J'ai commencé à me sentir comme une étrangère dans mon propre mariage. Thomas devint plus distant. Il cessa de me poser des questions sur mon travail, ne voulut jamais planifier de voyage et perdit tout intérêt pour nos traitements de fertilité. J'allais seul au rendez-vous, faisais seul les tests, prenais seul les médicaments. Thomas avait toujours des excuses, des réunions, des échéances ou des appels soudains de sa mère. Chaque fois que j'abordais le sujet d'avoir des enfants, il marmonnait simplement et changeait de sujet. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas épousé un homme, j'avais épousé toute une famille, et dans cette famille, je n'avais jamais été vraiment accepté. J'étais juste l'intruse. Et quand Ethan a décidé de m'entraîner dans les abîmes avec un mensonge vicieux, aucun d'entre eux ne m'a soutenu. Personne n'a posé de questions. Personne n'a eu besoin de preuves. J'avais placé le test de grossesse dans une petite boîte, enveloppé dans du papier brun, noué avec un fin ruban d'ivoire. À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit, « Nous allons être parents ». J'avais imaginé Thomas l'ouvrant à la fin du dîner, souriant, me serrant dans ses bras. J'étais même passé à la boulangerie pour prendre sa tarte aux pommes préférée, puis je m'étais dépêché de rentrer avant le coucher du soleil. Mais au moment où j'ai pénétré dans l'allée, j'ai vu la voiture de ma belle-mère, celle des deux sœurs de Thomas et celle d'Ethan. Leur voiture remplissait le bord du trottoir. Mon cœur battait la chamade, non pas de nervosité, mais d'une terreur que je n'avais jamais ressentie aussi clairement. La porte n'était pas verrouillée. Je suis entré, tenant toujours la boîte. La maison était froide, comme si quelqu'un avait aspiré toute la chaleur de l'air. Thomas se tenait au milieu du salon, ses yeux vides de toute trace de l'homme que j'avais aimé. Il me regardait comme si j'étais une parfaite inconnue. « Assieds-toi » dit Nancy, sa voix aussi froide qu'un verdict de tribunal. Je ne me suis pas assise. J'ai serré la boîte plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Thomas brandit une feuille de papier. J'ai jeté un coup d'œil aux mots imprimés, test de paternité ADN. Concordance positive, Ethan Gallagher. Je suis devenu insensible. Quoi, qu'est-ce que c'est? Demandai-je, ma voix. Ethan se prélassait nonchalamment sur le fauteuil, une jambe sur l'autre, souriant narquoisement comme s'il regardait une mauvaise pièce de théâtre se dérouler. Thomas l'a trouvé dans ton sac à main, intervint Audrey, les bras croisés. Sacrée découverte, Olivia. Ce n'est pas à moi. J'ai secoué la tête, ma poitrine se serrant. Je n'ai fait aucun test.
J'ai seulement découvert que j'étais enceinte aujourd'hui. Ethan se leva lentement. Et le test de grossesse dans ton sac alors? Drôle de coïncidence, hein? Thomas ne dit rien. Son visage était sculpté dans la pierre. J'ai tendu la main, essayant de toucher son bras. Tu me connais. Je n'ai rien fait de mal. C'est lui. Ethan. Il ment. Et puis l'impensable s'est produit. Il a projeté chaque once de mépris en un acte brutal, un crachat qui a brisé tout ce qui restait entre nous. Le choc m'a immobilisé sur place. Ce sel sur mes lèvres n'était pas seulement de la salive, c'était chaque once de confiance, d'amour et de mariage pour lesquels je m'étais battu, réduit en miettes. Tu es dégoûtante, dit-il, chaque mot me frappant comme un marteau sur la poitrine. Puis vint la gifle, rapide et impitoyable, de Nancy. Ma tête a basculé sur le côté avec un son qui a résonné comme un jugement. J'ai toujours soupçonné, siffla-t-elle, la main tremblante, j'attendais juste que la vérité se montre. Audrey et Sophia n'eurent pas besoin d'un mot de plus. Elles se sont jetées sur moi, m'agrippant les cheveux comme si j'étais une criminelle traînée en justice. Elles m'ont tiré vers la porte avant que je puisse réagir. La porte s'ouvrit violemment. C'était le crépuscule maintenant, et le lampadaire au-dessus du porche éclairait ma honte comme un projecteur. J'ai entendu une porte grincer de l'autre côté de la rue. Quelqu'un a vu. Quelqu'un regardait pendant qu'on me tirait de la maison que j'appelais autrefois mon foyer. Laisse les voisins voir quel genre de femme tu es vraiment, cria Audrey. Personne n'a pitié d'une tricheuse comme toi. J'ai hurlé, Thomas. Tu ne peux pas croire ça. Ethan ment. Regarde-moi. Penses-tu vraiment que je pourrais faire ça? Mais Thomas est resté là, ses yeux étaient vides ni en colère, ni tristes, juste vides comme si je n'avais jamais rien signifié du tout. Quand ils m'ont lâché, je n'avais plus de force. J'ai titubé loin de la maison, ma main agrippant toujours la boîte écrasée. À l'intérieur, le test était brisé. La douleur physique n'était rien comparée au coup porté à ma confiance. Il n'avait pas besoin de vérification. Il n'avait pas besoin d'explication. Ils avaient juste besoin d'une excuse pour me jeter, et Ethan leur en avait fourni une parfaite. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste marché, portant une petite vie en moi, et un cœur écrasé par la trahison de la personne même qui avait autrefois juré de me protéger. 2 ans passèrent. Je vivais une nouvelle vie, calme, paisible, loin des souvenirs. Je n'étais plus la femme qui se tenait sous un porche éclairé, meurtrie et rejetée, avec un enfant à naître qu'elle n'avait jamais pu présenter. Je travaillais à distance pour une entreprise de marketing en Oregon, vivant avec mon fils dans un petit appartement aux fenêtres ensoleillées. Cet enfant, je l'ai nommé Ellie, était tout le bien qu'il me restait, et chaque fois que ses petits doigts s'enroulaient autour des miens, je me souvenais, partir était le bon choix. J'ai coupé tout contact, pas de courriel, pas de médias sociaux, pas d'anciens numéros de téléphone. Les personnes qui me connaissaient le mieux, aucune d'elles n'avait aucune raison de me chercher. Elles avaient choisi de croire un mensonge, et je les ai laissées vivre avec ce choix. Jusqu'à un après-midi de début de printemps, où tout ce que je pensais avoir été enterré a commencé à se fissurer comme une ligne de faille que je ne pouvais cacher. Je n'avais aucune idée qu'Ethan, celui qui avait fabriqué toute l'histoire qui avait détruit ma vie, gisait aux soins intensifs d'un hôpital en Illinois, pneumonie sévère, forte fièvre et délire. Mais la seule chose à laquelle je ne m'attendais jamais, c'est que ce serait son délire qui exposerait la vérité. Selon le récit ultérieur d'une infirmière, lors de ces épisodes de panique nocturne, Ethan répétait sans cesse la même phrase, « J'ai tout inventé ». Elle n'a rien fait. Au début, personne n'y prêta attention. Il pensait que c'était juste des hallucinations induites par les médicaments. Mais quand Thomas, sa mère et ses 2 sœurs commencèrent à se relayer à son chevet, les choses commencèrent à faire surface. J'ai falsifié le test. Je voulais juste me venger parce qu'elle ne voulait pas m'aider à me rapprocher de sa sœur. Les mots étaient confus mais répétés si souvent que c'en était glaçant. La mère de Thomas, Nancy, fut la première à soupçonner quelque chose. Elle ne pouvait ignorer le malaise qui s'insinuait en regardant son fils dériver entre la vie et la mort, avouant encore et encore. Thomas réagit différemment. Quand la phrase « J'ai falsifié les résultats ADN » sortit pour la 4e fois, il craqua. 2 ans de rage enfouie explosèrent. Thomas se jeta sur son frère, l'attrapa par le col et gronda « Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète-le. » Le personnel médical se précipita pour les séparer. Le moniteur cardiaque se mit à hurler.
Une infirmière fut poussée au sol. La sécurité fut appelée. Thomas fut interdit de soins intensifs pendant 48 heures. Ethan continuait de divaguer dans son délire, mais ce qui devait être dit avait déjà été dit. Quand ses aveux atteignirent le reste de la famille, leur monde s'effondra instantanément. Nancy hurla dans les toilettes de l'hôpital, ses sanglots résonnèrent dans le couloir. Elle s'y enferma pendant 1 heure et dut être sédatée quand elle en sortit finalement, hystérique. Audrey s'effondra sur place. Elle serra ma photo de mariage avec Thomas, la fixa longuement, puis la jeta si fort que le verre se brisa, lui coupant la main, mais elle ne tressaillit même pas. Sophia fut plus silencieuse, mais son visage devint pâle. Elle rentra chez elle, ferma sa porte à clé et ne se présenta pas au travail pendant 12 jours. La vérité, aussi tardive soit-elle, était toujours la vérité, et elle inonda cette famille comme un raz-de-marée, emportant tout ce en quoi ils avaient cru autrefois. Thomas commença à me chercher dès que l'interdiction de l'hôpital fut levée. Il contacta mes anciens amis, d'anciens collègues à Milwaukee, engagea même un détective privé. Mais il ne savait pas que j'avais changé de nom, tous mes documents, et vivais comme si Olivia Gallagher n'avait jamais existé. Le détective ne trouva rien. La seule information provint d'un ami commun, quelqu'un lui avait dit que j'allais bien et que je ne voulais pas être retrouvé. La seule chose qu'il restait à Thomas était une unique photo d'Ellie, postée accidentellement sur le réseau social de quelqu'un lors d'une fête d'anniversaire à la garderie. Ce petit garçon avait des cheveux doux et bouclés et des yeux noisettes, tout comme lui. Il n'avait pas besoin de confirmation, Thomas savait que c'était son fils. Mais pour moi, Ellie n'était pas un lien avec le passé. Il était la preuve vivante de tout ce à quoi j'avais survécu, et je n'avais aucune intention de laisser le passé s'immiscer à nouveau dans nos vies. Thomas chercha en vain. Depuis le jour où Ethan avait avoué, il était devenu une personne différente, silencieux, insomniaque, passant souvent des heures avec notre photo de mariage délavée. Il engagea 2 autres détectives privés, changea 4 fois de numéro de téléphone, créa des dizaines de faux comptes sur les réseaux sociaux juste pour capter la moindre trace de moi ou de l'enfant. Mais rien. J'avais disparu trop complètement, aucun compte bancaire sous mon ancien nom, aucune inscription de location, aucun document d'assurance maladie montrant que j'avais jamais existé en tant qu'Olivia Gallagher. Jusqu'au jour où Marissa, ma meilleure amie d'université qui vit à Portland, m'appela alors que je mettais la table pour Ellie. « Liv, je suis désolée, murmura-t-elle, hésitante. Thomas vient d'appeler. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro, mais il sait que tu es en vie et que tu as un enfant. » J'ai serré la main. La cuillère dans mon autre main tapait sur la casserole. Ellie leva les yeux, ses yeux noisettes remplis de ce genre de curiosité que seuls les enfants possèdent. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je n'ai rien révélé. Mais Liv, il a pleuré. Je n'ai jamais entendu Thomas avoir cette voix, comme s'il n'avait plus rien. Je n'ai pas dit un mot. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. 3 jours plus tard, juste après avoir récupéré Ellie à l'école et alors que j'arrosais les pots de lavande sur le balcon, on frappa à la porte. J'ai su instantanément. Je n'avais pas besoin du Judas. Je savais qui se tenait dehors. Et j'avais raison. Thomas se tenait là, visiblement amaigri, sa veste froissée, les yeux cernés, comme s'il avait marché de Wisconsin jusqu'en Oregon. Ce regard, ce n'était pas le regard de l'homme qui m'avait autrefois craché au visage il y a 2 ans. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste entrouvert la porte, en gardant la chaîne de sécurité verrouillée. Il m'a regardé, puis ses yeux ont dérivé au-delà de moi vers Ellie, qui était assis sur le tapis, enlevant ses chaussures. Et à ce moment-là, je l'ai vu, le monde entier de Thomas s'effondrant. « C'est lui, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, la voix rauque. « C'est notre fils. » Je n'ai pas répondu. J'ai doucement fermé la porte. Le son a résonné dans le couloir vide comme un verdict froid. Il est revenu le lendemain, et le jour d'après. Lors de la 4e visite, j'ai trouvé une lettre soigneusement déposée sur mon paillasson. L'écriture, légèrement inclinée, était inimitable. C'était la même qui laissait autrefois des mots d'amour dans ma boîte à lunch. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai laissée près du pot de cactus sur l'étagère et l'ai laissée sécher au soleil. Puis vinrent des fleurs, des jouets, des photos imprimées de notre mariage ou tout ce que j'avais oublié ou essayé d'oublier. Ellie demanda, « Pourquoi cet homme reste-t-il devant notre porte, maman ?» J'ai répondu, « Il est confus, mon chéri. Il s'est trompé de maison. » Mais les enfants voient toujours plus profondément que ce que nous disons. Il n'a plus posé de questions.
Il a juste commencé tranquillement à dessiner des images d'un homme aux cheveux bruns avec une chemise bleue se tenant à côté de nous deux. Une nuit, alors que je débarrassais la table du dîner, j'ai entendu des reniflements dans le couloir. Pas de coups cette fois, quelqu'un était assis contre le mur, en pleurs. Je me tenais derrière la porte, le dos pressé contre le bois, silencieuse comme la pierre. Je t'ai cru, mais c'est trop tard, murmura-t-il, la voix brisée. Je ne t'ai pas protégé. Je les ai laissés te traîner hors de la maison pour laquelle j'aurais dû me battre pour te la garder. Je n'ai pas ouvert la porte, mais j'ai pleuré. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai laissé un petit mot plié dans la boîte aux lettres à l'avant, bien scellé. Thomas le trouverait. À l'intérieur, j'avais écrit « Tu seras autorisé à voir Ellie une fois par an, le jour de son anniversaire. 2 heures, sous surveillance. Pas de discussion sur le passé. Pas d'excuses. Enfreins cela, et l'opportunité disparaît à jamais. » 3 jours plus tard, un nouveau mot apparut dans la boîte aux lettres, « Je suis d'accord. Merci pour tout. Je pensais que ce serait la fin. » Après que Thomas eut reçu ma lettre, 2 semaines plus tard, par un après-midi d'automne frais, la sonnette retentit alors que je pliais du linge. À travers le Judas, j'ai vu Nancy, mon ancienne belle-mère, debout avec un grand paquet blanc dans les bras. À côté d'elle se trouvaient Audrey et Sophia, chacune portant quelque chose. Elles se tenaient serrées les unes contre les autres, leur visage n'étant plus narquois, mais là c'est solennel, comme des personnes qui venaient de quitter un enterrement. Je suis resté derrière la porte, impassible. Elles n'ont pas frappé à nouveau. Elles sont juste restées là en silence. Et puis j'ai entendu la voix de Nancy, douce, fragile, comme quelqu'un qui avait perdu la chose la plus importante de sa vie. « Olivia, si tu es là, s'il te plaît, écoute-moi juste. Nous avons eu tort. Tellement tort. Nous ne pouvons pas le réparer. » Je n'ai pas bougé. Audrey a parlé ensuite. « Nous avons apporté des lettres, des jouets pour Ellie. Nous n'attendons pas de pardon. Nous voulons juste que tu saches que nous comprenons enfin ce que nous avons détruit. » Souffle coupé. J'ai senti le froid s'infiltrer dans mon corps. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient autrefois traîné dans la rue et giflé au visage. Maintenant, elles se tenaient sous le toit que j'avais reconstruit avec 2 ans d'efforts, en s'excusant. Mais je suis resté derrière le rideau, impassible. J'ai simplement glissé un morceau de papier par l'interstice et les poussé vers l'extérieur. Elles l'ont ramassé et ont lu les mots que j'avais écrits, « Vous m'avez humilié en public. Apprenez maintenant à le regretter en silence. » Aucun autre mot n'était nécessaire. J'ai entendu Sophia s'étrangler de sanglots, puis le bruit sourd d'un sac cadeau heurtant le porche. Elles 3 se sont retournées et sont parties. Personne n'a dit un autre mot. Elles sont revenues 3 fois de plus au cours des 3 semaines suivantes, chaque fois avec des lettres, des cadeaux, des fleurs, des ours en peluche et des excuses manuscrites, imprimées ou enregistrées. Je n'ai jamais ouvert la porte. J'ai tout donné à Marissa pour qu'elle s'en occupe. Un jour, elle a rapporté une longue lettre de Nancy, écrite d'une écriture tremblante sur du vieux papier en tête d'un centre de bien-être mental en Iowa. « J'ai passé 6 semaines en thérapie juste pour apprendre à admettre que j'avais tort, » écrivait Nancy. « Non pas parce que je veux le pardon, mais parce que je ne peux pas vivre avec moi-même si je n'affronte pas ce que j'ai fait. » Je l'ai lu, l'ai plié et n'ai donné aucune réponse. Une semaine plus tard, j'ai rencontré une avocate. Martha Mell, 56 ans, était une avocate expérimentée spécialisée dans les droits de garde pour les mères affectées par la violence psychologique. Elle m'a écouté en silence pendant que je lui racontais tout. Quand je suis arrivé à la partie où Thomas m'avait craché au visage devant toute sa famille, elle a simplement hoché la tête et griffonné une note. « Nous avons assez pour construire un pare-feu juridique, dit-elle. » J'ai demandé, puis-je faire en sorte qu'il n'ait aucun droit légal sur Ellie? Est-ce possible? Mel m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Fortement probable. Son nom n'a jamais été sur l'acte de naissance. L'enfant est né dans un contexte de violence psychologique maternelle et d'atteinte grave à la vie privée par la famille du père. Nous allons monter un dossier complet. J'ai hoché la tête. Mon cœur ne tremblait plus. Je ne faisais pas cela par vengeance. Je le faisais pour Ellie, pour m'assurer qu'il n'aurait jamais à vivre dans la peur que quelqu'un se présente pour l'arracher à la vie que j'avais construite pour nous. 7 semaines plus tard, le tribunal a approuvé la requête visant à restreindre les droits de contact légaux. Une copie a été envoyée à l'adresse de Thomas par l'intermédiaire de son avocat. À partir de ce jour,
toute demande pour voir Ellie devait passer par un service de surveillance indépendant et n'avait lieu qu'à un endroit désigné. Thomas n'a pas objecté. Il a juste envoyé un courriel, le premier et le dernier, avec pour objet « Je comprends ». Et pour la première fois en 2 ans et demi, j'ai dormi toute la nuit sans rêver de quelqu'un se tenant devant ma porte. Thomas se présentait à l'anniversaire d'Ellie chaque année, à 14 heures précises, jamais en avance ni en retard, portant toujours un cadeau soigneusement emballé et les mêmes yeux tristes. Ellie l'appelait Monsieur Thomas, pas papa, pas père, juste l'homme qui venait une fois par an, jouer avec le train en bois, écoutait des histoires sur les dinosaures et les locomotives, puis partait tranquillement quand l'horloge sonnait 2 heures. Thomas ne protestait jamais. Il n'évoquait jamais le passé, ne suppliait jamais pour plus. Juste une fois, quand Ellie a eu 4 ans, il a demandé tranquillement « Demande-t-il parfois de mes nouvelles ?» J'ai répondu honnêtement « Non. » Il a une vie bien remplie. Thomas a hoché la tête, a souri avec quelque chose entre la douleur et l'acceptation. Marissa, mon amie la plus proche, et moi avons lancé un petit groupe de soutien appelé Kierout. Nous avons commencé par des réunions privées dans son salon, où les femmes qui avaient été faussement accusées, manipulées ou dont la réputation avait été ruinée pouvaient venir et simplement être entendues. Pas de jugement, pas de preuves requises, juste de l'écoute et de l'empathie. Nous partagions des connaissances sur la construction de barrières juridiques, la protection des informations personnelles et la manière d'avancer après avoir été publiquement diffamé. Le groupe a grandi régulièrement. Nous sommes passés à des salles de réunion à la bibliothèque locale et finalement à un centre communautaire du côté de la ville. Une épouse faussement accusée d'adultère pour que son mari puisse s'en tirer proprement, une enseignante calomniée par des parents pour la faire renvoyer d'une classe, une femme dont la belle-mère avait ruiné sa réputation aux yeux de toute la famille où elles nous ont trouvés et ont trouvé un espace tranquille pour guérir. La famille de Thomas a commencé à changer, ou du moins à essayer. Audrey a quitté son emploi en relations publiques et a rejoint une organisation à but non lucratif soutenant les victimes de violences psychologiques. Sophia s'est réinscrite à l'école pour étudier le travail social. Nancy a déménagé près d'un petit monastère. Plus de médias sociaux, plus de lettres, juste un bouquet de lavande déposé le premier jour d'école d'Ellie chaque année. Elle ne gardait pas contact avec eux, non par amertume, mais parce que je n'avais pas besoin de leur présence pour ressentir la paix. Je me suis pardonné d'abord, le reste n'avait plus d'importance. Ethan, celui qui avait créé la tempête, vivait maintenant tranquillement dans une petite ville du sud du Colorado. Je l'ai appris par un ami avocat de Marissa qui s'occupait autrefois des registres fonciers dans cette région. Il louait une chambre bon marché, livrait des colis à l'heure, et personne là-bas ne savait qui il était vraiment. Il n'y avait aucune famille pour le soutenir, plus personne qui croyait en ses paroles. Je n'ai jamais écrit une deuxième lettre à Ethan. La première, une seule ligne, suffisait, tu as détruit une femme et créé une mère. Mon enfant ne connaîtra jamais ton nom. Je n'avais pas besoin de voir Ethan s'effondrer. Je n'avais pas besoin de sa ruine. J'avais juste besoin qu'il comprenne que les choix ont des conséquences, et que le prix de la destruction de la dignité de quelqu'un n'est pas la prison, c'est d'être oublié par le monde que vous avez autrefois trompé. Un soir, après qu'Ellie se fut endormie après sa fête de 5e anniversaire, je me suis assise seule sur le balcon, regardant de faibles lumières scintiller au loin. Sur la table se trouvait le dessin d'Ellie, 3 personnes se tenant ensemble, lui, moi et mademoiselle Marissa. Pas de Thomas, pas de passé, juste le présent et un avenir que je construisais pour lui, pièce par pièce. Mon histoire ne parle pas seulement de trahison ou d'un enfant né dans la tempête, elle parle d'une femme apprenant à se relever des décombres, reconstruisant sa vie avec confiance en elle-même. Je n'avais pas besoin du pardon de ceux qui m'avaient démoli. J'avais besoin de liberté, de paix et d'un avenir où mon enfant grandirait à l'abri de la douleur que j'avais autrefois endurée. Parfois, le silence est la réponse la plus bruyante, et vivre joyeusement c'est la plus belle des réponses. Qu'en pensez-vous du parcours d'Olivia? Pardonneriez-vous si vous étiez à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et puissantes sur la vie, la famille et les choix qui façonnent.